même, je voudrais dire quelque chose d'important qui n'a pas été dit à l'antenne par aucun des intervenants, c'est que si on regarde plus globalement, à part la libération des otages et la fin de cette guerre, j'espère vraiment que c'est surtout la fin de la tyrannie, du terrorisme et du terrorisme du Hamas qui nous a tyrannisés donc depuis plusieurs années, donc 20 ans de tir sur le sud d'Israël, Sderot, et évidemment le 7 octobre, un massacre sans précédent, et qui tyrannise aussi une partie de sa population qui est civile en s'en servant de bouclier de guerre. Donc j'espère vraiment que le monde va se réveiller et ne pas parler seulement de la politique de Netanyahou, mais qui peut être aussi critiquée, je veux dire oui ou non, mais en tout cas, pour sûr, je pense que le terrorisme est un fléau mondial. Ce ne sont pas des combattants pour la paix. Et j'espère vraiment que ça met la fin à ces mouvements terroristes. Et je le souhaite évidemment pour les Israéliens parce que nous ne voulons pas la destruction de notre pays. Mais je le souhaite aussi pour tous les Palestiniens qui ont une volonté au moins de vivre ensemble. De la paix, c'est peut-être plus tard. Mais en tout cas, je crois que ça doit être dit parce que vous ne parlez pas du terrorisme. Et c'est quand même, ça a été quand même la clé pendant ces 2 dernières années de cette guerre qui a été atroce, où il y a eu des victimes, évidemment, de part et d'autre. Je déplore les victimes, mais la première chose à enrayer, c'est le terrorisme. Je vous rassure, on parle évidemment beaucoup du terrorisme et on a rappelé cette semaine encore à de nombreuses reprises le bilan du 7 octobre, 1200 morts. Merci. Et en particulier des civils côté israélien. Bélir Nabli, un mot là-dessus avant que je donne la parole à Gauthier Ribinski. Oui, puisque Madame nous invite à mettre en perspective l'événement, il faut rappeler tout simplement que le conflit ne se résume pas, j'allais dire presque malheureusement au terrorisme, parce qu'on pourrait l'annihiler assez facilement, vu le rapport de force militaire, mais qui s'inscrit dans une situation qui se résume à un triptyque: occupation militaire de Gaza et de la Cisjordanie, colonisation et système d'apartheid. Et là, pour le coup, ce n'est pas une appréciation seulement politique, ce sont les termes utilisés par la justice internationale maintenant de manière officielle. Et tout cela ne date pas ni du 7 octobre, ni du 6 octobre, etc. Tout cela s'inscrit dans une histoire. Et malheureusement, je dirais même pire, une fois qu'un accord plus définitif sur Gaza sera acquis, ce triptyque restera à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'alternative en Israël pour remettre en cause finalement ce triptyque-là qui est au cœur du conflit. Donc une fois qu'on décidera enfin de déconstruire à la fois l'attachement à l'occupation militaire comme mode de vie, la colonisation comme dynamique historique depuis au minimum 67, et enfin un système d'apartheid qui s'est développé dans les territoires occupés, eh bien, on pourra véritablement traduire la volonté de paix en actes. Sachant que le plan de paix, Donald Trump prévoit un futur de Gaza sans Hamas. On va revenir dans un instant sur ce que ça veut dire. Je vous vois hocher de la tête, bien sûr. J'aimerais quand même qu'on reste sur le moment qu'on vit aujourd'hui. Mais exactement. Bien sûr, mais c'est justement, j'ai l'impression que l'intervenant à côté de moi n'a pas envie de célébrer cette paix, finalement, que vous perdez une raison de blâmer Israël et vous vous dites déjà dans l'après, en fait, c'est pas fini. C'est pas parce que la guerre s'arrête, que les otages vont être libérés, que le Hamas va être désarmé, qu'il faut célébrer ou qu'il faut s'en contenter. Évidemment, personne n'a envie de s'en contenter. Il faut aller au bout. Il faut qu'il y ait un plan de paix définitif, que le sujet soit réglé dans la région. Et j'espère qu'on va y arriver. Il y a plusieurs initiatives en cours, vous le savez tous. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il faut aujourd'hui encore dire, voilà, il y a une occupation. Israël s'est retiré de Gaza en 2005, mais il y a une occupation et elle va continuer. Voilà. Une réalité n'empêche pas l'autre. Une réalité n'empêche pas l'autre, mais voilà, aujourd'hui, on est sur un accord qui est historique, qui est un premier pas. C'est déjà d'ailleurs une première étape dans le cadre de ces 21 points de l'accord de Donald Trump. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut, c'est là qu'il faut avancer, c'est ce qu'il faut espérer en fait, c'est qu'on arrive au bout de cet accord et de ces 21 points. C'est ce que j'ai dit. Je crois que là-dessus vous êtes d'accord. J'espère que aussi, oui, alors peut-être qu'on est d'accord. En tout cas, on n'a pas beaucoup entendu toutes les personnes qui appellent à un cessez-le-feu depuis 2 ans, dès le 8 octobre, qui voulaient surtout pas qu'il y ait une réaction israélienne, qui ont exigé un cessez-le-feu toutes les semaines dans les rues de Paris. Personne ne s'est réjoui de cet accord. On a vu les réactions, les mouvements Free Palestine de manière générale, les urgences Palestine, tous les mouvements pro-palestiniens. Personne ne se réjouit que finalement le prétendu génocide qui n'existe pas évidemment à Gaza, ce prétendu génocide, on y met fin, mais finalement ils n'ont pas l'air d'être satisfaits. Je ne vais même pas les citer.
Voilà, les LFI et compagnie, personne ne se réjouit de cet accord, alors que on le dit, ça va être la fin aussi du calvaire pour les Palestiniens. Tout le monde devrait se réjouir de ça. Oui, mais calvaire, ça ne veut rien dire en droit international. Oui, vous voyez, justement, moi je suis invité en tant que juriste, donc j'utilise les termes des juristes. ne représente pas un mouvement pro-palestinien. C'est ça qu'on vous appelle à je vous connais bien, je connais votre rôle aussi, qui est effectivement, il y a des attaques sur Israël qui viennent aussi du point de vue juridique. Voilà. Et bon, messieurs, on va rester, si vous voulez bien, sur essayer d'expliquer aux gens qui nous regardent ce qu'on est. Oui, attention, encore une fois, une fiction, c'est pas non seulement du point de vue de Benyamin Netanyahou. Il y a près d'un mois, à la Knesset, une résolution a été votée à une écrasante majorité, 70 voix pour, 17 contre, des Arabes israéliens élus. Que disait cette résolution ? Elle prévoyait la perspective d'une annexion de la Cisjordanie et l'exclusion du principe même d'un État palestinien. Donc, soit on acte les faits politiques tels qu'ils sont, soit on est dans des constructions soit idéalisées, soit militantes. Deuxièmement, ce qui est remarquable, c'est lorsqu'on pense à la paix, il faut quand même partir à la fois, bien sûr, de la réalité politique, de la position des uns et des autres, mais lorsque on a des éléments de droit international à notre disposition, et que ces éléments de droit international se transforment, pour certains, comme des éléments, dits militants, c'est là où on voit qu'il y a un problème, qui renvoie à une posture qui est celle du déni. Déni des faits, déni aussi et rejet, voire rejet du droit international. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est vraiment problématique. C'est à chaque fois qu'on invoque le droit international applicable à ce conflit, on considère qu'en réalité, il s'agit de dispositions ou d'éléments partiaux, on comprend bien le problème. Et c'est cette perception du droit international qui fait que qu'Israël ne respecte pas le droit international. Pour être tout à fait significatif, une fois que ce plan sera mis en œuvre, imaginons-le, jusqu'à ces termes, bien, il va demeurer une réalité juridique et judiciaire. La réalité juridique, c'est qu'Israël est obligé, du point de vue du droit international, d'arrêter ses stratégies d'occupation et de colonisation. Or, politiquement, personne en Israël, aucune figure alternative à Netanyahou n'incarne précisément le choix de la désoccupation des territoires occupés et de la décolonisation de la Cisjordanie. Que, deuxièmement, sur le plan judiciaire, ce qui va rester, parce que le temps judiciaire est plus long que le temps, y compris du temps politique et des négociations, Benyamin Netanyahou restera poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. J'allais dire pire, c'est l'État d'Israël qui est poursuivi pour génocide. Et ça, je ne sais pas pourquoi madame dit qu'on est hors sol ou je ne sais quoi. C'est une requête qui a été admise par la Cour internationale de justice. C'est pas le Hamas. La Cour internationale de justice continue ses investigations pour apprécier la qualification de génocide par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe à Gaza. C'est très sérieux. Imaginons que cette requête aboutisse. On sera toujours dans le déni, je vous le dis d'emblée. Et enfin, pour terminer, et pour illustrer ce déni, la commission officielle de l'ONU. La commission d'enquête mandatée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mi-septembre, qui accusait Israël de commettre un génocide. Elle a reconnu la réalité du génocide. Soit on prend en compte les actes, soit on est dans le délire militant. Et donc, soit on bascule dans un processus de paix fondé sur les faits et le droit international, dans l'intérêt de tous, encore une fois, dans l'intérêt de tous, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Soit on va être dans des postures trop partiales. Et en plus, regardez juste un élément. Je voudrais donner la parole à Jean-David Michaud. On en est là à saluer un accord qui est quand même conçu par Donald Trump, comme si Donald Trump était impartial. On a quand même la première puissance mondiale qui est pro-israélienne du point de vue historique,
Et Donald Trump incarne ce soutien inconditionnel à Israël. Bon, on l'admet, parce qu'il y a une réalité. Ça n'enlève rien à l'urgence d'arrêter mais on le salue, la guerre à Gaza. On salue quand même un accord qui n'est pas équilibré, mais on le salue quand même. Et de permettre le retour des otages en Israël. Jean-David. Par contre, je ne suis pas d'accord sur la focalisation autour du Hamas. Si le conflit israélo-palestinien pouvait se réduire à la question du Hamas, bien, je dirais tout simplement qu'il existait avant la naissance du Hamas, ce conflit, que deuxièmement, le Hamas n'aurait pas été soutenu comme il l'a été par les autorités israéliennes dans leur montée en puissance comme entité concurrente à l'autorité palestinienne, pour mieux l'affaiblir, et qu'enfin, les problèmes de fond demeurent. Ils étaient là avant le 7 octobre, ils se posent avec une acuité encore plus forte aujourd'hui. Ces problèmes de fond, c'est tout simplement, encore une fois, du point de vue du droit international, les situations d'occupation militaire des territoires palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, alors même qu'elle est illégale du point de vue international. Ça a été rappelé encore récemment par un avis de la Cour internationale de justice. Moi, ce que je trouve remarquable, et par Donald Trump qui a dit stop, ça suffit maintenant, ce qui se passe en Cisjordanie. Il a dit non à l'annexion totale, ce qui n'est pas exactement la même chose. Dans les détails. Oui, surtout, c'est une manière de ne pas fermer la porte à la perspective d'un État palestinien dans l'esprit de Trump, je pense. Mais il n'empêche, ces problèmes de fond, ce sont les problèmes qui sont au cœur de ce conflit. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a aucune perspective. La libération des otages n'a jamais été l'objectif numéro 1 de Benjamin Netanyahu et de ses alliés au sein du gouvernement. Ce sont les familles des otages eux-mêmes qui le disent et qui le rappellent et qui essayent justement de souligner plus que ce paradoxe, une forme de responsabilité politique de ce gouvernement par rapport à cette question. Pour revenir au plan en lui-même, ce qu'il a de remarquable aussi, c'est combien il exclut les Palestiniens de son élaboration, de sa manière d'être conçue. Pourquoi je souligne cela? Vous avez rappelé que c'était des promoteurs immobiliers, grosso modo, qui finalement, depuis le retour de Trump au pouvoir, avaient été en charge du dossier israélo-palestinien. Le problème, c'est que ce type de démarche, qui est inspiré d'une approche commerciale et économique de la résolution du conflit, exclut quelque chose d'aussi fondamental que le principe de l'autodétermination. C'est-à-dire, en réalité, la revendication des Palestiniens à avoir un État, tout simplement. C'est ça qui est problématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension politique avec cette perspective d'un État palestinien. C'est vaguement évoqué, c'est une perspective sur le long terme qui est évoquée dans ce plan de paix. Oui, mais c'est une manière de minorer et de délégitimer. Il faut bien trouver une solution à ce problème rapide. Ça ne peut plus continuer comme ça. Sur ça, vous avez raison. C'est-à-dire que pour appréhender la situation, peut-être qu'il faut distinguer le court terme, les urgences à court terme, dont le cessez-le-feu plus la libération des otages, et les enjeux à plus long terme. Mais c'est en cela aussi que c'est inextricable, parce que lorsque vous mettez, ou lorsque vous avez à l'esprit notamment de mettre à la tête de Gaza une entité de gouvernance incarnée par Tony Blair, c'est là où on sent bien qu'il y a un problème. On précise bien que ça va se passer à deux niveaux. Il y aura un comité palestinien apolitique et technocratique, enfin en tout cas sur le papier, c'est ce qui est prévu, sous la supervision d'un nouvel organe international de transition appelé Conseil de la paix, présidé par Donald Trump lui-même, et avec donc la présence, vous venez de le dire, de Tony Blair. Oui, et donc, encore une fois, une manière de penser la chose au-delà des Palestiniens et en dehors de la volonté des Palestiniens, ce qui est, encore une fois, problématique, eu égard à ce qui est au cœur du conflit, à savoir la revendication de deux peuples, le principe à l'autodétermination. Les Israéliens ont pu obtenir la création d'un État israélien de manière légitime, conformément à ce principe, alors que les Palestiniens restent sans État. Vous nous dites qu'en acceptant ça, en fait, on accepte aussi de reléguer au second plan la possibilité d'un État palestinien un jour. Exactement, c'est l'enjeu de ce type de plan qui euphémise la revendication légitime des Palestiniens. Avant qu'on rentre peut-être un peu plus... Oui, mais derrière ces termes, communs, il y a quand même des crimes. Au sens juridique du terme, c'est pas une appréciation subjective de ma part. La déportation, le déplacement forcé
hein, c'est une qualification juridique en droit international, c'est un crime de guerre. Et ce qui est remarquable dans la situation de Gaza, c'est l'euphémisation, la normalisation de crimes internationaux qui vont du crime de guerre, crime contre l'humanité jusqu'au génocide. Et on trouve ça non pas normal, mais on relativise ce qui n'est pas, ce qui ne devrait pas aller de soi. Et c'est ça que je trouve saisissant, parce que c'est ça aussi qui va rester de ce conflit. Pourquoi vous dites on relativise ? Pourquoi vous dites on relativise ? D'abord parce qu'on ne met pas les mots sur les situations. Vous voyez, il y a des mots pour qualifier ces situations. On ne parle pas de crimes de guerre, on ne parle plus, alors qu'on en parlait par exemple pour qualifier le comportement de l'armée russe en Ukraine. On ne parle pas de crimes contre l'humanité pour qualifier notamment l'usage de la famine comme instrument de guerre contre la population civile. On ne parle pas pour ne pas aller dire, on n'ose pas parler de génocide, alors même que c'est un terme juridique, une qualification juridique utilisée par une entité onusienne, la commission d'enquête qui a rendu son rapport, par des juristes internationaux de par le monde, par 2 historiens israéliens spécialistes de la Shoah, Omer Bartov et M. Goldberg. Et ça ne date pas d'il y a quelques jours, ça fait presque 1 an qu'ils qualifient la situation de génocidaire. Et pourtant, on admet, on accepte, les chancelleries occidentales et arabes sont effectivement plongées dans une forme d'abîme moral et politique. Le problème, c'est que tout ça se paiera sur le plan politique. Pourquoi ? Parce que, à force d'accepter l'inacceptable, vous redéfinissez le standard de ce qui est acceptable. C'est-à-dire que d'autres entités, d'autres puissances dans d'autres conflits vont se comporter de cette manière en disant il y a un précédent, on a laissé faire. Déplaçons 900 000 personnes. Exactement. Moi, je pense notamment, je sais pas, par exemple aux Chinois qui sont obsédés par Taïwan, par les Russes qui n'en ont pas fini avec leurs aventures impérialistes du côté est européen, etc. Et c'est en cela qu'il y a une vraie menace. Il y a un précédent historique qui maintenant est acté par les chancelleries et qui imprègne la conscience des sociétés civiles. On parlera peut-être des manifestations de par le monde qui soulignent ce décalage précisément entre des États qui sont des monstres froids, pour parler comme Nietzsche, et de l'autre, des sociétés civiles qui, elles, sont quand même, face à cette situation, réagissent eu égard à des considérations morales, mais qui commencent aussi à comprendre le décalage entre les discours d'un côté et de l'autre les actes. Il y a eu des foules, effectivement. On en a vu les images tout à l'heure.